est-ce qu'il n'y a pas un risque, compte tenu du fait que nos moyens expérimentaux ne permettent pas de remonter aux conditions primordiales que j'ai évoquées, que les théories qu'on construit ne demeurent des espèces de métaphysique mathématiques. C'est-à-dire on va les enseigner aux étudiants en disant « cette théorie est belle, donc je vous l'enseigne, mais je ne sais pas si elle est vraie ». Et en effet, il y a ce risque. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut construire des machines. Il faut construire des machines qui coûtent cher. Mais pour construire des machines, il faut que quand on annonce un résultat important, les gens s'y intéressent. Vous avez vu comment le prix Nobel de cette année est passé au journal de 20 heures? D'accord, 10 secondes. Après, il y avait 15 minutes sur l'industrie des gâteaux de goûter dans les écoles françaises. 15 minutes. D'accord. Donc, si ces questions-là demeurent comme une sorte de trou noir dans nos représentations collectives, il n'y a aucune chance qu'on ait le moindre euro pour construire une machine. Ensuite, c'est pas la peine de conclure avant d'avoir terminé le travail. Or, il y a beaucoup de gens qui concluent, qui disent la théorie des cordes, c'est la théorie du tout, etc. Ils survendent la marchandise. Ce qu'il faut, c'est des résultats nouveaux. Si dans les 10 ans qui viennent au LHC, on trouve par exemple que les neutrinos sont leurs propres antiparticules, c'est quelque chose qui n'est pas dans le modèle standard. C'est une piste pour aller au-delà. On avancera comme ça, pas à pas. On ne va pas tout de suite avoir des révélations sur ce qui s'est passé avant le port de Planck. On aura des indices qui vont permettre de tuer des idées. Les gens nous disent, vous manquez d'idées, il vous manque les bonnes idées. C'est pas vrai, on a trop d'idées. Beaucoup trop, il y a trop de modèles. Et donc il faut des données expérimentales qui disent, voilà, cette idée est fausse. La supersymétrie, par exemple, je ne vais pas en parler, c'est un peu technique, mais la supersymétrie, c'est une idée absolument géniale, qui a été mise en avant il y a 40 ans. Il y a des générations d'étudiants qui ont travaillé là-dessus, parce que c'est une idée qui résout plein de problèmes, et qui permet en plus d'unifier les interactions. Au CERN, avec le LHC, on n'a vu aucune particule supersymétrique. Donc cette théorie, à laquelle beaucoup de gens ont cru, est en train de mourir. Ce qui est une très bonne chose. Il y a d'ailleurs John Ellis, un grand physicien du CERN, qui écrit des lettres d'excuses à tous les étudiants qu'il a embarqués dans cette aventure. C'est ça la grandeur de la science, quand même. C'est quand vous écrivez à vos étudiants que ce dans quoi vous les avez embarqués était une fausse piste. Et déterminer une fausse piste, c'est plus important que d'avoir une nouvelle idée. Ensuite, il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est le fond diffus-cosmologique, là. Ce rayonnement à 2,7 Kelvin qui est partout présent, qui est un rayonnement de corps noirs. Le satellite Planck a fait une étude absolument incroyable de ce truc. Et ce qu'on recherche en ce moment, c'est ce qu'on appelle la polarisation du rayonnement de ce rayonnement, la polarisation. Parce que si on arrive à... Il y a deux trucs qu'on ne comprend pas, si vous voulez. C'est pourquoi l'univers est homogène. Première chose. Et deuxièmement, on ne comprend pas pourquoi il est plat. Alors plat, ça ne veut pas dire plan. Plat, ça veut dire sans courbure. Si vous prenez 3 galaxies quelconques, ça fait un triangle. Et la somme des angles de ce triangle, c'est 180 degrés. Comme en géométrie euclidienne. Alors que s'il y avait une courbure, ce serait soit plus, soit moins que 180 degrés. On trouve 180 degrés. Ça veut dire que l'univers n'a pas de courbure à grande échelle. Pourquoi c'est zéro alors que ça pourrait être n'importe quelle valeur entre moins l'infini et plus l'infini? Pourquoi c'est zéro? Il y a des gens qui disent c'est Dieu qui a visé juste, etc. Bon. Oui, c'est ce qu'on appelle le principe anthropique, mais il y a une autre explication qui est l'univers nous apparaît plat parce qu'on n'en voit qu'un petit bout. On est comme sur un ballon, comme on est à la surface de la Terre, on a l'impression que l'environnement est plat parce que la portion de la Terre qu'on voit est petite par rapport à son rayon. Donc la partie courbée nous est invisible. Et l'idée, c'est que l'univers observable qui est plat, en fait, est une partie infime d'un univers, le vrai, qui serait beaucoup plus grand, et lui courbé. Simplement, pour expliquer comment il a pu devenir plat, il faut invoquer un truc qu'on appelle l'inflation cosmique. Et c'est l'idée que bien avant le mur de Planck, l'espace-temps, si vous voulez, s'est dilaté d'un facteur 10 puissance 50 en 10 puissance moins 32 secondes. Donc c'est quand même un truc assez violent. Et cette énorme inflation cosmique aurait donné à l'univers la moitié de la taille qu'il a aujourd'hui, mais en très peu de temps. Et ce qui est intéressant, c'est que si ce phénomène a eu lieu, il a dû provoquer l'émission d'ondes gravitationnelles quantiques qui ont polarisé le fond diffus cosmologique.
si on voit la polarisation du fond cosmologique, donc cette lumière qui a été émise 400 000 ans après le Big Bang, dans la structure de cette lumière, il pourrait y avoir un écho de l'inflation cosmique. Et ça serait quand même... Alors je pense que ça fera au moins 30 secondes au journal de 20 heures. Mais avec les Américains qui ont une manip au pôle sud qui s'appelle BICEP 2, donc c'est un radiotélescope qui est au pôle sud, parce que le pôle sud c'est l'endroit le plus sec de la Terre, donc il n'y a pas de nuages. Ils ont mesuré cette polarisation. Et ils ont trouvé la valeur obtenue par les calculs d'inflation cosmique. Ça fait la une des journaux, je pense que vous l'avez vu. Ils sont allés voir M. Linde, le russe, qui a fait cette hypothèse dans les années 80. Et ils ont filmé ça, il frappe à sa porte, il est à Stanford. Et voilà, M. Linde, on a mesuré la polarisation. Et M. Linde, qui est un peu cardiaque, dit I can't believe that. Et évidemment, il tombe dans les pommes. Ils ont failli le tuer. Et en fait, ils ont failli le tuer pour rien. Parce que les Américains qui veulent publier trop vite, en fait, ont publié un signal qui venait des poussières extragalactiques. Voilà, ils se sont trompés. Nous, on ne se trompe pas. Il n'y a pas beaucoup d'inflation en question, et une dernière peut-être ici. Insérer l'inflation cosmique dans la théorie des cordes. Et si vous faites ce travail, la théorie des cordes devient non pas la théorie décrivant notre univers, mais la théorie décrivant l'ensemble de tous les univers possibles. Un peu comme chez Leibniz. Nous, on serait dans un univers dont les constantes physiques seraient celles qu'elles sont, avec des étoiles qui sont capables de fabriquer du carbone, donc de la vie, etc. Mais il y aurait d'autres univers, les multivers. Il y en aurait 10 puissance 500, ayant des constantes physiques différentes, et aucun ne pouvant engendrer la vie à base de carbone. C'est un peu ça le truc, c'est que les gens se battent entre l'hypothèse anthropique, les constantes ont été réglées par un dieu ajusteur qui voulait qu'on apparaisse, et donc il réglait la vitesse de la lumière avec un potentiomètre comme ça. Dédé tourne à gauche, Dédé tourne à droite. Je suis en train de cramer les étoiles, ça va trop fort, donc on règle. Bon. Ça c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, nous sommes dans le seul univers dans lequel la vie est possible, mais il y en a beaucoup d'autres dans lesquels elle n'est pas possible. On a eu de la chance. Et de toute façon, dans les autres, il n'y a personne ne peut savoir qu'il a pas eu de chance. Et il y a une troisième hypothèse, qui est, à mon avis, celle qu'il faut suivre. C'est qu'avant de conclure sur ces questions liées à la finalité, etc., il faut déjà résoudre deux énormes problèmes. Premièrement, de quoi est faite la matière noire? Voilà, première question. Deuxième question, de quoi est faite l'énergie noire, qui est responsable de l'accélération de l'expansion. Quand on aura résolu ces deux problèmes, je pense qu'on pourra commencer de compter le nombre d'univers. Et un autre œil. Non mais justement, je pense qu'on peut progresser dans la connaissance si on commence par séparer les inconnaissables. Alors que vous proposez de les fusionner. Donc vous dites, il y a un grand inconnaissable, et je mets dedans tout ce qui m'est inconnaissable. Il va y avoir du monde. Non mais moi, voilà, je comprends ce que vous voulez dire, mais en même temps, moi, je crois qu'il faut résister à ces tentations. C'est-à-dire que, précisément, il faut tenter de cerner ce qu'on met derrière ce mot inconnaissable. Quand vous dites que le temps est inconnaissable, je suis d'accord avec vous, et en même temps, vous allez un peu vite. Parce que nos discours sont imprécis, je l'ai dit, mais on a quand même une théorie de l'espace-temps qui, sauf quand on va du côté du mur de Planck, fonctionne mais incroyablement bien. Enfin, vous le savez, enfin, votre GPS, il marche parce que les satellites qui alimentent le GPS en information temporelle sont situés à des altitudes par rapport au niveau de la mer légèrement différentes. Le champ de gravité entre ces altitudes est très légèrement différent, ce qui veut dire que le temps propre de chacune des horloges est un peu différent, et c'est cette petite différence qui fait que votre GPS est précis. Si vous appelez ça de l'inconnaissance, non, c'est une forme de connaissance incroyable, il n'y a pas d'équivalent, il n'y a aucune autre forme de discours qui ait cette précision-là. Donc, je suis d'accord, et en même temps que je pense qu'il ne faut pas bazarder comme ça l'idée de connaissance. Il y a des inconnus, il y a peut-être de l'inconnaissable, peut-être que la question de l'origine, c'est pas un problème, peut-être que ça n'est pas une énigme, c'est peut-être un mystère, très bien, il y a un mystère de l'origine. Mais de là à transposer cet inconnaissable sur toutes les connaissances pour les relativiser, non.
Non, il y a des choses qu'on sait et on les sait vraiment bien. C'est pas la vérité absolue, mais c'est très impressionnant de voir à quel point il fonctionne. Juste pour finir là-dessus, regardez, on est en 2015. En 2015, on vit depuis donc pratiquement un siècle sur les mêmes révolutions scientifiques. Il n'y a pas eu de révolution en physique depuis un siècle. Voilà. La relativité générale, c'est un siècle. La mécanique quantique, c'est bientôt un siècle. Il y a eu des millions de découvertes faites avec. Songez que quand Einstein écrit ses équations, il ne sait même pas qu'il y a des galaxies. Il ne sait même pas que l'univers est en expansion. Il ne sait rien de l'univers. On ne sait rien de l'univers. Et son équation a permis de connaître l'univers observable. C'est quand même incroyable. Quand on met sur pied la mécanique quantique, qu'est-ce qu'on connaît de la matière? On connaît l'électron, le proton, et on connaît le photon pour la lumière. C'est tout. On fait la mécanique quantique. Aujourd'hui, on a les quarks, le boson de Higgs, les bosons intermédiaires, les neutrinos, et on n'a pas changé les équations. Ça veut dire que ces révolutions ont pu encaisser des centaines de milliers de découvertes sans se remettre en cause du point de vue de leurs principes. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est... Ouais, comment vous appelez ça? Parce que tous vos arguments là, je le dis gentiment, c'est des arguments qui encouragent la paresse intellectuelle, et c'est pas le moment de le faire. Le relativisme, etc., c'est des théories qui pourrissent le cerveau des étudiants. Ah ouais, la théorie de la relativité, ça marche pas en amont du corps de Planck, donc je l'utilise, je l'apprends pas. Un jour elle sera fausse, je l'apprends pas. Donc le relativisme, qui consiste légitimement à dire que les théories ne peuvent pas se déclarer absolument vraies, est la caution intellectuelle de la paresse. Voilà. Sur elle, c'est-à-dire, bon, Hannah Arendt, elle suivait Husserl là-dessus, c'est-à-dire que les mathématiques en physique, elles sont à la fois découvrantes et recouvrantes. Elles permettent de découvrir des choses qu'on ne peut pas sentir par nos sens, mais elles les recouvrent aussi d'une obscurité liée au formalisme qui empêche d'être en sympathie avec elles. Et la question, c'est jusqu'à quel point l'intellect va pouvoir continuer à fonctionner quand l'intuition fait faillite. Voilà. Bergson disait quand l'intuition fait faillite, l'intellect est mort. Il ne peut pas prendre le relais. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. L'intellect peut fonctionner quand l'intuition est en faillite. Et vous voyez bien que tous les concepts familiers sont en faillite en physique. Tous les concepts qui viennent de l'observation, des sens. Il n'y en a aucun qui a résisté au XXe siècle. Donc il y a une faillite des concepts familiers et en même temps une capacité à saisir intellectuellement certaines choses. Et la question, en effet, c'est de savoir si on devrait... Et ça rejoint un peu le relativisme dont je parlais tout à l'heure. Parce que pour la théorie des cordes, c'est vraiment très difficile. Quoi. Et les gens peuvent se dire, est-ce que le jeu en vaut la chandelle, etc. Est-ce qu'on ne va pas se perdre? Il fait beau, il y a peut-être mieux à faire. Voilà. Donc c'est une question de choix presque métaphysique. Hein. Les gens qui s'engagent là-dedans sont des gens qui sont des espèces de religieux dans un certain sens. Enfin, les gens qui ont travaillé sur le boson de Higgs, j'en connais beaucoup, et c'est des gens qui ne voulaient pas mourir sans savoir si le boson de Higgs existe. Ils ne voulaient pas mourir sans le savoir. Donc il y a une sorte de quête qui n'est pas religieuse, mais qui est quand même assez motrice. Et la question, c'est est-ce que l'Occident va longtemps porter cette soif ou pas? Une question ici.